Si un jour, les personnes qui sont autour de toi ne reconnaissent pas ta vraie valeur, alors tu n'es pas au bon endroit. Ok, donc si les gens ne reconnaissent pas ma valeur, je dois changer d'entourage. Et si dans mon nouvel entourage, ils reconnaissent toujours pas ma valeur, bah je dois encore changer, j'imagine. Et si dans mon nouvel entourage, ils reconnaissent toujours pas ma valeur, à quel moment je commence à me dire que le problème vient peut-être de moi en fait? Le problème avec ce genre de logique, c'est que c'est toi qui définis quelle valeur tu as et ensuite tu demandes aux autres de la valider. Sauf que c'est pas parce que je dis que j'ai de la valeur que j'en ai. Et vouloir s'entourer de gens qui valident la vision qu'on a de nous-mêmes, ça rejoint la théorie de l'auto-vérification, créée par le professeur en psychologie sociale William Swain en 1981, qui nous explique en gros que les gens veulent être reconnus par les autres selon les croyances qu'ils ont déjà sur eux-mêmes. Donc si je me dis j'ai beaucoup de valeur, je vais chercher que des gens qui vont me dire tu as beaucoup de valeur. Tout ce qui va dans mon sens, je le garde et tout ce qui va pas dans mon sens, bah je le dégage. Alors attention, tu peux effectivement ne pas être au bon endroit. Si tu es par exemple dans un entourage qui est très toxique et qui passe son temps à te rabaisser, c'est un problème bien sûr. Mais ce que j'essaie de te dire, c'est que ta valeur, c'est qu'une hypothèse, c'est à toi de la prouver. Parce que bien évidemment, il suffit pas de dire qu'un truc existe pour que ça devienne réel. Jean-Paul Sartre a dit une phrase assez compliquée pour finalement dire un truc assez simple. L'existence précède l'essence. Ça veut juste dire que selon lui, tu arrives au monde vide. Tu es d'abord et tu deviens ensuite. Donc ta valeur, tu la crées par tes choix et tes actions. Pas parce que tu l'as décrété. Donc non, il n'y a pas vraiment de valeur que les autres ignorent, il n'y a que des actes, et ce sont ces actes qui définissent la valeur. C'est sûr que c'est moins confortable que le déni, mais ça fait peut-être plus avancer. Vous savez c'est quoi la pire sensation qui existe? C'est quand tu débats avec quelqu'un, t'as raison, mais lui en fait il s'exprime mieux, il sait mieux expliquer les choses, et toi t'as du mal à expliquer ce que tu penses. Tu sais que t'as raison, mais t'arrives pas à sortir les arguments de ta bouche, t'as tout dans ta tête, mais t'arrives pas à le mettre à l'oral. Ne t'inquiète pas, parce que grâce à Schopenhauer et son livre L'art d'avoir toujours raison, tu n'auras plus jamais à vivre ce genre de situation, que t'aies raison ou tort d'ailleurs. Comment faire? Eh bah c'est extrêmement simple, utilise une des techniques les plus efficaces, le stratagème de l'extension. Ça consiste en gros à prendre l'argument de l'autre, l'amplifier, le déformer et l'étendre à d'autres domaines pour le rendre beaucoup plus attaquable. Au point de lui faire dire des trucs qu'il n'a pas dit, mais là le but c'est pas d'être honnête intellectuellement, c'est juste de gagner le débat. Et c'est une stratégie qu'on retrouve d'ailleurs beaucoup sur les réseaux sociaux. Prenons un exemple assez simple, si quelqu'un te dit « Je pense qu'il faudrait plus de discipline à l'école », tu peux lui répondre « Ah donc pour toi il faut embrigader les enfants pour leur apprendre à obéir aveuglément et les transformer en bons petits soldats de la société type jeunesse hitlérienne quoi. » Voilà, donc l'autre n'a absolument pas dit ça, mais maintenant c'est à lui de se justifier sur un truc qui est difficilement justifiable. T'as pas répondu à son argument, t'as répondu à une version débile de son argument, mais c'est pas grave parce que t'as gagné. C'est pas glorieux, mais c'est efficace. Pourquoi ton copain ne veut-il pas que tu parles à d'autres garçons? Les amis, je crois qu'on est face à une vidéo qu'on appelle problématique. La jalousie, c'est une émotion que tu ressens quand tu perçois une menace envers une relation que tu valorises. Pour être jaloux, il faut bien sûr 3 éléments, donc il y a toi, il y a la personne à laquelle tu tiens, et il y a un rival qui n'a même pas besoin d'être réel d'ailleurs. Réfléchis-y, est-ce qu'un mec commence à parler à une fille sans y avoir un intérêt derrière? La réponse est jamais. Si tu te dis je sais comment les hommes pensent, ça en dit beaucoup plus sur comment toi tu penses en tant qu'homme que sur les hommes en général. Après moi je dis ça, je dis rien. Ce qui lui fait peur, ce n'est pas la conversation elle-même, mais ceux qui pourraient suivre. Traduction, il préfère te contrôler plutôt que de devoir gérer ses propres insécurités. Le problème c'est sûrement pas ta meuf et les autres mecs, le problème c'est surtout toi et ton anxiété en fait. Contrôler les fréquentations de son ou sa partenaire, bah c'est du contrôle, c'est tout. Et c'est littéralement un des critères d'ailleurs utilisés pour identifier les violences psychologiques au sein du couple. L'isolement social ou ce qu'on appelle aussi en psychologie le contrôle coercitif. Il n'essaie pas de te contrôler, il essaye de protéger ce que vous avez construit. Pour lui, tu es un trésor. Bah si, totalement. Si je fais confiance à ma partenaire, je n'ai même pas besoin de m'inquiéter du fait que d'autres mecs puissent potentiellement la draguer. Puisque apparemment j'ai confiance, donc elle saura mettre un stop à ces mecs-là. La jalousie, c'est assez humain bien sûr, mais ça peut vite devenir très toxique, surtout quand l'autre n'a rien fait de particulier pour nous rendre jaloux d'ailleurs. Et en plus, contrôler l'autre, ça mène généralement à la rupture, ce qui n'est pas l'objectif du jaloux en théorie. Parce que personne n'a envie d'être fliqué en permanence. Tu crois protéger ta relation en étant jaloux alors qu'en fait, bah tu la détruis tout seul. C'est un peu con. Ce n'est pas par manque de confiance en toi. C'est parce qu'il tient énormément à toi. La jalousie, ce n'est absolument pas un indicateur de l'amour que tu portes à quelqu'un, c'est surtout un indicateur de ton insécurité personnelle. Mais c'est sûr que c'est toujours plus confortable de se dire que le problème vient des autres. Quand tu es jeune, tu passes ton temps à te compliquer la vie. Tu veux tout anticiper, tout contrôler. Mais dans la vie, rien ne se passe jamais comme prévu. La plupart des choses que tu redoutes ne se produiront
Jamais. Cette dame qui ressemble étrangement à ma belle-mère a tout à fait raison. Et d'ailleurs ce qu'elle dit n'est pas vraiment nouveau, puisque Sénèque, un philosophe stoïcien, en parlait déjà il y a plus de 2000 ans dans une phrase qui est devenue célèbre: « Nous souffrons plus souvent en imagination qu'en réalité ». Ce qui veut juste dire que la plupart des choses dont on a peur, en fait, c'est juste dans notre tête. Et si on continue sur les stoïciens, on peut aussi se dire d'ailleurs que se préoccuper de choses futures qui arriveront peut-être ou peut-être pas, on sait pas, c'est doublement absurde. Vu que déjà de 1, le futur c'est le futur, donc il est pas encore là par définition. Et de 2, même si les trucs que tu crains arrivent réellement, ça dépend pas de toi en fait, donc t'y peux pas grand chose. Donc t'en préoccuper finalement, c'est te rendre malheureux tout seul pour un truc qui de 1 ne dépend pas de toi et qui de 2 n'est pas là. Combien de stress ou d'énergie dépensée, voire même d'insomnie tu as eu pour des trucs qui ne se sont jamais produits? Ou alors qui se sont produits mais pas du tout comme tu l'avais imaginé? Ça c'est ni plus ni moins que la définition en psychologie de l'anxiété. C'est-à-dire une crainte par rapport à une situation future qui est perçue comme une menace et souvent qui est disproportionnée par rapport au danger réel. Anticiper l'avenir, surtout en négatif, c'est pas de la prudence, c'est de l'auto-sabotage. Donc respire un bon coup et ça va bien se passer. On crée ce que l'on croit. Si tu crois, tu peux le créer. C'est avoir confiance. Et si tu as la foi, tu peux le faire. C'est aussi simple que ça. Le problème de ce genre de discours, c'est que tu n'entends que les gagnants. Tous ceux qui y ont cru mais qui ont échoué pour tout un tas de raisons, bizarrement ils ont moins souvent la parole. Et ça c'est ce qu'on appelle en psychologie le biais du survivant, c'est quand tu vas tirer des leçons de tous ceux qui ont réussi en ignorant totalement tous ceux qui ont échoué. C'est un peu comme si un gagnant du loto te disait que pour devenir riche il fallait jouer au loto. Alors oui c'est vrai pour lui, mais faudrait pas oublier qu'il y a quand même des millions de gens qui ont joué et qui n'ont jamais gagné. Là du coup on n'est pas vraiment dans le conseil, on est plutôt dans la pensée magique et la croyance. Et attention, la croyance ça peut être un vrai moteur. Comme a pu le démontrer le professeur en psychologie Albert Bandura dans les années 80 dans ses travaux sur le sentiment d'efficacité personnelle, qui nous dit que les croyances qu'on a en nos propres capacités influencent notre persévérance et notre motivation face aux difficultés. Mais la croyance seule, elle ne crée rien du tout, et encore faut-il qu'elle se base sur un truc un minimum réaliste. Tu peux avoir foi dans quelque chose et échouer, et à l'inverse tu peux réussir un truc alors que t'y croyais pas du tout. Je pense que ça nous est tous déjà arrivé. Si croire égale réussir, ça veut dire que ne pas réussir égale tu n'y as pas assez cru. Ce qui est finalement assez pratique pour tous ces coachs, parce que si tu réussis, c'est grâce à eux, et si tu rates, c'est à cause de toi. Je ne suis pas ce que les autres disent de moi. Les autres ne font qu'émettre un avis, tout en projetant leur propre peur. Alors effectivement, on ne se réduit pas aux avis que les autres ont sur nous. Et d'ailleurs, comme disait mon grand-père, les avis c'est comme les trous de balles, tout le monde en a un. Mais il faut quand même faire attention à ce que ce genre de mentalité ne devienne pas un bouclier narcissique. Parce que si à chaque fois que je reçois une critique, je me dis que cette personne-là projette ses propres peurs sur moi, en fait j'ai jamais tort. Et du coup, je me remets jamais en question. Alors c'est pratique, mais c'est pas fou quoi. Cette vidéo m'a surtout fait penser à Jean-Paul Sartre et sa fameuse phrase « l'enfer c'est les autres ». Une phrase qui est d'ailleurs assez mal comprise, puisque non, ça ne veut pas dire que les autres c'est nul et qu'on est entouré de débiles. Pour Sartre, on se construit à travers les autres, à travers le regard des autres précisément. Et on a beau faire tout ce qu'on peut, c'est difficile de vraiment y échapper. L'idée c'est qu'on a besoin des autres pour se connaître soi-même, et on peut pas faire juste comme si les autres n'existaient pas. Il est par exemple très difficile de savoir si on est courageux, drôle ou intelligent. Il faut que les autres le valident pour qu'on puisse le savoir. Le vrai problème c'est qu'on ne contrôle pas l'image que les autres ont de nous. Les autres nous jugent et on fait pareil avec eux. Donc l'enfer c'est les autres parce qu'on est dépendant d'un regard qu'on ne contrôle pas. Parce qu'on est réduit à ce que les autres voient de nous et qu'on peut difficilement échapper à ces jugements. Mais paradoxalement, on a aussi besoin de ces autres pour savoir qui on est nous. Donc oui, il ne faut pas guider sa vie par rapport aux opinions des autres. Mais si tout le monde te dit la même chose, peut-être que le problème parfois c'est pas la projection de leur propre peur, peut-être que parfois le problème c'est toi. Il y a une phrase qui dit la méchanceté, c'est la faiblesse des gens qui se croient forts. Arrêtez de croire que c'est votre force, parce qu'au final, ça reste votre faiblesse. Parce que vous finirez par le payer. Ils pensent qu'ils sont au-dessus des gens, alors que c'est tout l'inverse. Vous êtes en dessous des gens. Intuitivement, on peut se dire que les gens méchants, ce sont souvent les plus malheureux et qu'ils ont besoin de rabaisser les autres pour se sentir exister. Les gens qui t'insultent pour rien, ton collègue au bureau qui a l'air de tout faire pour te faire chier, ou les gens sur internet qui aiment bien mettre leurs petits commentaires désagréables parce que ça leur fait du bien. Et ça, il y a un philosophe qui en parle très bien et qui a un nom très compliqué à écrire, Nietzsche. Pour lui, il y a deux types de personnes, les forts et les faibles, mais pas au sens physique, gros bras et compagnie. En très gros, et pour vraiment résumer, le fort pour Nietzsche, c'est quelqu'un qui affirme sa propre existence, sa volonté de puissance. Il crée ses propres valeurs et il n'a pas besoin des autres pour savoir ce qu'il vaut. Et quand on parle de fort et faible, on imagine souvent un rapport de domination de l'un sur l'autre, mais pas vraiment en fait. Pour Nietzsche, le fort, il ne rabaisse pas le faible. Il rabaisse personne d'ailleurs, parce qu'il n'a pas le temps pour ça. Le fort, il est tellement fort qu'il n'a même pas besoin de s'en prendre au faible pour prouver
qu'il est fort, puisque par définition il n'a rien à prouver puisqu'il est fort. Le faible, lui, par contre, il se définit par rapport aux autres et il envie surtout beaucoup le fort. Et aussi il va vivre dans ce que Nietzsche appelle le ressentiment, c'est-à-dire une rancœur envers tout ce sur quoi il ne peut pas agir. Donc il rumine, il critique, il juge parce qu'il peut pas faire vraiment autrement et que c'est un peu la seule arme qu'il a. Donc ce que nous dit ce monsieur, c'est plutôt vrai, mais attention parce que dire que les méchants sont faibles, ça revient à se placer au-dessus d'eux, ce qui commence à ressembler un peu à du ressentiment aussi.